Salut, je m'appelle Solène. Quand j'avais 17 ans, ma demi-sœur m'a traitée de prostituée. Mon père n'a même pas scié. Il n'a même pas tenté de comprendre. Il m'a simplement jetée dehors. Sans chaussures, sans un mot d'explication, juste un hurlement. Tu es une honte. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un banc en bois devant l'église Saint-Joseph, et j'ai cru que c'était le pire moment de ma vie, que c'était le fond du gouffre. Mais des années plus tard, quand le téléphone a sonné à nouveau, il ne voulait pas savoir si j'étais encore en vie. Il voulait que je les sauve. Tu as déjà été effacé par ta propre famille, puis supplié de nettoyer le désastre qu'ils ont fait de toi. Avant qu'on plonge ensemble, dis-moi, d'où écoutes-tu ce soir? Et si c'était toi, qu'aurais-tu répondu? Je me tenais devant le miroir ce matin-là, appliquant juste assez de maquillage pour prétendre que j'avais dormi. La voix d'Adrien flottait depuis la cuisine. Il fredonnait, sûrement en train de préparer encore une fois son porridge, mais je n'arrivais pas à répondre. Mes doigts sont restés figés sur ma clavicule quand j'ai senti cette marque à peine visible près de mon épaule, celle que personne d'autre ne semblait jamais voir. Juste une fine cicatrice blanchie maintenant, mais chaque fois que mes doigts la touchaient, mon estomac se tordait. Cette cicatrice ne venait pas d'une chute, ni d'un accident banal. Elle venait d'une nuit que j'avais du mal à croire réelle encore aujourd'hui. Et pourtant, chaque fois que je me regardais dans le miroir, elle était là, comme un témoin silencieux. 10 ans plus tôt, à Bellefontaine-sur-Loire, j'avais 17 ans. Je rentrais du lycée, mon sac plus lourd que d'habitude. Chaque pas un effort. L'air de début de printemps sentait ce mélange d'herbe humide et de gaz d'échappement. Je me souviens m'être dit que tout semblait légèrement faux ce jour-là, comme si le monde retenait sa respiration. Quand j'ai poussé la porte de la maison, l'air à l'intérieur était plus glacial que dehors. Pas en température, non. Mais dans ce silence pesant. Pas de musique, pas de télévision. Ma belle-mère, elle, n'hurlait pas au téléphone comme d'habitude. Elle était dans la cuisine, dos tourné, tranchant des carottes comme un robot. Ses mouvements étaient raides, le couteau cognait la planche à découper avec une force trop sèche. Mon père, lui, faisait les 100 pas près du couloir. Il ne m'a même pas regardé. Il avançait, reculait, encore et encore, comme s'il marchait depuis des heures. Ses chaussures laissaient de vagues traces sur le carrelage. Aller-retour, aller-retour. Je n'ai rien dit au début. Quelque chose dans l'air me serrait déjà la poitrine. J'ai fait un pas. Et c'est à ce moment-là qu'il a explosé. « Tu crois que je suis idiot, Solène ?» Sa voix a éclaté dans le silence de la maison comme un coup de fusil. Je me suis figée, clouée sur place. « Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Que je ne sais pas que tu te faufiles la nuit, que tu rencontres des hommes bizarres, que tu prends je ne sais quelle saleté ?» Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il s'est avancé vers moi, le visage rouge, les veines de ses tempes battant à tout rompre. C'est Léonie qui nous a tout raconté. J'ai cligné des yeux. Léonie? Papa, de quoi tu parles? J'ai enfin réussi à articuler. Ne joue pas à la sotte. Sa voix est tombée d'un coup, grave, comme s'il essayait de se contenir mais n'y parvenait pas. Elle t'a vu sortir la nuit, rentrer des heures plus tard, habillée comme... Il a craché le mot, comme une putain. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'ai jamais. J'ai commencé, ma voix brisée. Il m'a coupé. Elle dit que tu te drogues, que tu te vends, que c'est ce que tu es devenu dans cette maison. Je me suis tournée vers la cuisine. Qu'elle vienne le dire en face. Qu'elle me le dise, à moi, ai-je crié. Ce n'est pas elle le problème, c'est toi, a-t-il craché. J'ai cherché le regard de ma belle-mère, toujours immobile, le dos figé. Tu as vu une preuve? Des photos? Ai-je demandé, la voix plus aiguë. Tu lui as seulement posé une question? Je n'ai pas besoin de photos, a-t-il hurlé. Je crois ma fille. J'ai senti le sol s'effondrer sous moi. Je suis ta fille, ai-je soufflé. Il m'a alors vraiment regardée, et dans ses yeux,
Quelque chose s'est brisé. Je ne peux même plus te regarder, a-t-il murmuré. Tu es une honte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste tenue là, immobile, pendant qu'il pointait la porte d'un doigt tremblant. Dehors. Il n'y a pas eu de valise prête, pas de dispute enflammée, pas d'objet jeté à travers la pièce. Juste un silence terrible, un vide glacial. Mes jambes ont bougé toutes seules. Je suis montée à l'étage. J'ai pris mon sac de sport, celui pour le cours de PS, et j'y ai fourré quelques vêtements, un jean, un sweat, un chargeur que je n'étais même pas sûre qu'il fonctionne encore. Je suis redescendue. Personne n'a bougé. Personne n'a prononcé un seul mot. Même pas quand j'ai ouvert la porte et que la brise froide a balayé le couloir. Il faisait encore jour, mais le vent s'était levé, mordant, et je n'avais pas de manteau. J'ai marché encore sans savoir où aller. Mes pieds m'ont mené à l'église méthodiste quelques rues plus loin. Je me suis assise sur le banc en bois, mon dos appuyé contre le mur de briques. Mon téléphone affichait 4%. Je le tenais comme s'il devait me donner une explication, un nom, une raison. Mais il n'y avait rien. Juste cette lueur bleutée, froide. Cette nuit-là, la température est tombée en dessous de 5 degrés Celsius. Je me suis recroquevillée, les bras serrés, la capuche tirée sur ma tête. Aux alentours de 2 heures du matin, j'ai remarqué quelque chose gravé dans le bois du banc, sous ma main. Tu comptes encore. 3 mots, grossiers, taillés peut-être par un adolescent ennuyé, peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais ces mots sont restés avec moi. Le matin suivant, je suis retournée à la maison. Pas pour demander pardon, juste pour voir si, peut-être, tout ça n'était qu'un horrible malentendu. Mais les serrures avaient été changées. Je suis restée plantée là 20 minutes, le doigt collé sur la sonnette, comme une enfant qui frappe aux portes du paradis. Rien. Madame Fournier, la voisine d'en face, a entr'ouvert ses volets. Elle m'a regardée, un instant. Puis, elle les a refermés. J'ai erré dans le quartier comme une ombre. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. À la bibliothèque publique, j'ai branché mon téléphone derrière une rangée d'encyclopédies poussiéreuses. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert Instagram. Léonie avait posté une story, un écran noir, des lettres blanches. Certains finissent toujours par avoir ce qu'ils méritent. Elle n'avait pas besoin de mettre mon nom. Tout le monde savait. Je me suis assise, le dos calé contre l'étagère, à regarder la barre de batterie monter lentement. Mais je ne me sentais pas plus forte. Je me sentais effacée. Personne n'avait demandé ma version. Personne ne m'avait écoutée. En un claquement de doigts, je n'étais plus Solène. J'étais devenue une mise en garde, un avertissement raconté par une autre. Je ne le savais pas encore, mais ce banc allait devenir mon lit, mon bureau, mon seul refuge pendant 2 semaines. Je me réveillais chaque matin, le dos meurtri, le bois me laissant des marques, le froid m'engourdissant les doigts jusqu'à ce que le soleil les dégèle. Je m'étirais lentement, toujours en vérifiant si quelqu'un me voyait. Parfois, un jogger matinal passait, le regard fuyant comme si j'étais invisible. D'autres fois, quelqu'un ralentissait, fronçait les sourcils, puis accélérait son pas, trop pressé pour s'occuper de moi. Ce premier jour complet, j'ai essayé de me laver le visage dans les toilettes de la station-service de l'autre côté de la rue. Mais après 2 minutes, l'employé a frappé à la porte comme un fou. Je n'y suis plus jamais retournée. À la place, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque, 3 rues plus loin. Elle n'ouvrait qu'à 10 heures. Je m'asseyais sur les marches, essayant d'avoir l'air d'avoir une bonne raison d'être là. J'en avais une, quelque part. Quand les portes s'ouvraient enfin, je me précipitais au fond, dans le coin le plus reculé. Je m'enfouissais dans n'importe quel livre. Peu importait le titre, Les 4 filles du docteur March, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, même des manuels de maths vieux de 10 ans. Je ne lisais pas pour le plaisir, mais parce que les mots étaient chauds et qu'ils ne posaient pas de questions. La nourriture, je la grappillais par petits bouts, quelques crackers d'un distributeur près de l'arrêt de bus,
une demi-barre de céréales trouvée dans mon sac, parfois un fruit abandonné. Je rationnais chaque bouchée comme si j'étais en guerre contre la faim. La faim ne disparaissait jamais vraiment. Elle restait toujours assez proche pour me maintenir consciente, assez lointaine pour me permettre de continuer à marcher. Ce banc n'était plus seulement un endroit où m'asseoir. Il était devenu tout pour moi. Les mots gravés dans le bois. Tu comptes encore? Je les lisais chaque soir comme une prière. Je ne savais pas qui les avait écrits. Et je m'en fichais. J'avais besoin d'y croire. Si je les répétais assez souvent, peut-être que ça deviendrait vrai. Un après-midi, peut-être le 4e ou le 5e jour, je ne savais plus vraiment, le temps était devenu flou, j'ai entendu des pas derrière moi. J'étais recroquevillée sous ma capuche, les yeux fermés, faisant semblant de dormir pour qu'on ne me chasse pas. Une voix douce a dit « Tu as l'air d'avoir besoin de savoir que ce n'est pas la fin. » J'ai ouvert les yeux. Une femme se tenait là, la soixantaine, enveloppée dans un cardigan trop lourd pour le printemps. Son visage n'avait pas la gentillesse mièvre de certaines grand-mères. Il était gentil comme un vieux chêne, silencieux, solide. « Je suis Madame Berton, dit-elle. J'aide un peu à l'église du coin. » Elle tenait un sandwich dans une main, une bouteille d'eau dans l'autre. Je ne vais pas poser de questions. Je voulais juste te donner ça. Elle me l'a tendu. Je ne l'ai pas remerciée. Ma gorge me brûlait trop. Mais j'ai pris le sandwich et je l'ai mangé lentement, comme s'il pouvait disparaître si j'allais trop vite. Elle s'est assise à côté de moi, pas trop près pour me faire peur, juste assez pour que je comprenne qu'elle n'allait pas s'évaporer comme les autres. « Je connais ce banc, a-t-elle murmuré. J'y ai vu pas mal d'âmes s'y endormir plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas attendu de réponse. Avant de partir, elle a posé 3 choses près de moi. Un chargeur de téléphone, un ticket de bus plié et une petite carte avec l'adresse du centre paroissial. Il y a une douche, si tu en veux une. Pas de sermon, sauf si tu le demandes, a-t-elle dit en se relevant. Mais n'attends pas trop pour croire que tu mérites mieux. Puis elle s'est éloignée. Je suis restée là, à fixer ces objets, comme s'ils étaient en langue étrangère. La fierté m'a traversée comme un éclair. Je n'étais pas une mendiante. Mais j'ai pris le chargeur. Cette nuit-là, je suis retournée à la bibliothèque. J'ai branché mon téléphone, et quand il s'est rallumé, des dizaines de notifications ont surgi sur l'écran. Je n'osais pas les ouvrir. J'ai hésité, la respiration courte, mais la curiosité a gagné. Léonie avait posté une photo d'elle en robe de bal, un sourire parfait, une lumière travaillée. La légende disait « reconnaissante pour la clarté ». Parfois, la vérité fait mal, mais elle libère. Les commentaires « elle a vraiment fait ça à sa propre sœur ». Quand on est poubelle, on le reste. Trash un jour, trash toujours. J'ai senti mon estomac se serrer. J'ai continué à faire défiler, mes mains tremblaient. Certains commentateurs ajoutaient leurs propres mensonges. Je l'ai vue traîner avec l'entraîneur adjoint. Elle a toujours été bizarre. On savait qu'elle cachait quelque chose. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. J'ai laissé tomber le téléphone. Je suis restée assise dans ce coin de la bibliothèque, à fixer le sol, essayant de respirer lentement comme après un coup dans le ventre. Le lendemain, j'ai franchi la porte du centre paroissial. Pas parce que j'étais prête, parce que je ne supportais plus l'odeur de la honte sur ma peau. La fille de l'accueil m'a tendu une serviette propre, a pointé un couloir. « Aucun, comment tu t'appelles ?»« Aucun, pourquoi tes yeux sont rouges ?» Dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, puis me suis adossée au mur carrelé. Dehors, j'entendais des rires étouffés. Une voix que je ne reconnaissais pas disait « Tu as vu les TikTok de Léonie ? Elle a laminé sa sœur. » Une autre a renchéri « Oui, je la suis depuis longtemps. Ses vidéos sont dingues. » Je me suis laissée glisser au sol, les mains sur les oreilles. J'avais cru que j'étais déjà effacée. Mais maintenant j'étais célèbre, pas invisible, pas oubliée, infâme. Quand je suis retournée sur le banc cette nuit-là, il n'avait plus la même allure. Il paraissait plus étroit, plus froid, mais le chargeur était toujours dans ma poche.
Je l'ai serré comme un talisman. Je ne suis pas ce qu'ils disent, ai-je murmuré, encore et encore, comme un sortilège, jusqu'à m'endormir. J'ai essayé de fuir le mensonge, mais il avait des jambes plus longues que les miennes, et une voix 1000 fois plus forte. À l'aube, un bus a quitté l'arrêt devant l'église. J'étais dedans. Le soleil se levait à peine. J'avais mon petit sac, le ticket de bus plié donné par madame Berton, et un téléphone enfin chargé. J'ai regardé le paysage se transformer. Les rues familières cédaient la place à des champs déserts, puis à des panneaux de villages que je n'avais jamais entendus. Je ne savais pas où j'allais exactement. J'avais juste choisi le dernier arrêt inscrit pour la journée. Je voulais que ce soit assez loin. La ville où je suis arrivée n'avait pas grand-chose. Une station-service, un diner au rideau jaune, un centre communautaire où la peinture du mot « espoir » s'écaillait comme si personne n'y croyait vraiment. C'était quelque part dans l'Indiana, pas loin de la frontière avec l'Ohio, mais ça aurait pu être une autre planète. À l'accueil du foyer, j'ai donné un faux nom. Élise. Juste Élise, sans nom de famille. La femme derrière le bureau a noté sans broncher, comme si elle en avait vu d'autres avant moi. Elle m'a emmenée dans un dortoir où 3 autres filles vivaient déjà. 2 étaient enceintes. L'une se balançait nerveusement, ses bras marqués de traces d'aiguilles qu'elle n'essayait même pas de cacher. Je n'ai posé aucune question. Elle non plus. La nuit, l'air était lourd de pleurs étouffés, de murmures tremblants, parfois de cris venant d'un cauchemar trop profond pour en sortir. Je dormais à peine, le dos collé au mur, les yeux grands ouverts plus longtemps que je ne l'aurais cru possible. Je ne dormais pas vraiment, je m'éteignais par moments, par épuisement. Le 3e jour, une assistante sociale, madame Joubert, est venue me voir. « Il faut que tu choisisses », m'a-t-elle dit calmement. « Soit un cours pour préparer ton diplôme, soit du bénévolat. » J'ai choisi le cours. Moins de discussions, moins de risques que quelqu'un pose une question qui me ferait éclater. C'est là que j'ai rencontré M. Royer. Il avait la 50aine, une coupe militaire, portait toujours des chemises impeccables, comme s'il n'avait jamais vraiment quitté l'armée. Mais ses yeux ne regardaient pas comme ceux des militaires. Ils écoutaient. Il n'a pas souri souvent, mais quand il le faisait, on sentait qu'il l'avait mérité. Il n'a pas demandé pourquoi je me taisais, pourquoi je restais à l'écart, pourquoi je sursautais à chaque sonnerie. Il a seulement donné le premier devoir, écrire un texte sur quelque chose qui nous avait façonnés. J'ai failli ne pas le faire, mais cette nuit-là, dans la lumière tamisée du dortoir, alors que la fille dans le lit d'à côté fredonnait une berceuse à son ventre arrondi, j'ai sorti un vieux carnet. J'ai écrit « La fille qu'ils ont décidé d'effacer ». Je n'ai pas mis de nom, je n'ai pas mentionné Léonie, mais chaque mot dégoulinait de tout ce que je ne pouvais pas dire. J'ai rendu mon devoir le lendemain, les mains tremblantes. Monsieur Royer l'a lu en silence à son bureau, pendant que les autres élèves faisaient des exercices de maths. Quand il a fini, il m'a tendu la feuille, a plongé son regard dans le mien et a dit « Tu n'es pas ce qu'ils disent, et je peux en témoigner. » Ces mots, de la part d'un homme que je connaissais à peine, ont brisé quelque chose en moi. Pas assez pour me sentir en sécurité, mais assez pour me tenir un peu plus droite sur ma chaise. 3 jours plus tard, c'est arrivé. Une des filles du dortoir, Léa, toujours sur son téléphone, le visage illuminé par l'écran, a poussé un grand « Oh mon Dieu !» pendant le déjeuner. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire malicieux et a mis son écran sous mon nez. « C'est ta sœur, non ?» J'ai voulu détourner les yeux, mais je n'y suis pas arrivée. Léonie était là, parfaite, maquillée, la lumière parfaitement réglée. Sa voix mielleuse disait à la caméra « Voici la vidéo que vous attendiez tous. » L'histoire de ma fausse sœur, celle qui a menti à tout le monde et pourquoi j'ai dû la dénoncer. Le titre de la vidéo « Parfois, il faut protéger sa famille, même si ça fait mal ». Elle avait déjà des dizaines de milliers de likes. Je n'ai pas entendu grand-chose de ce qu'elle disait après.
Mes oreilles bourdonnaient, mais les commentaires, eux, je les ai lus, et ils m'ont brûlé. On reconnaît la poubelle à son odeur. Elle couchait avec un prof, c'est sûr. Elle a toujours été chelou, pas étonnant qu'elle ait été virée. Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé le sol. Je suis sortie en courant, sans m'arrêter, jusqu'aux toilettes du couloir. Je me suis enfermée dans une cabine, me suis penchée au-dessus des WC et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste que de l'acide et des sanglots. Mes mains s'agrippaient au bord du lavabo, tremblaient tellement que je pensais qu'elles allaient se détacher. Ce soir-là, dans le salon commun du foyer, alors que tout le monde dormait, j'ai regardé le vieux poste de télévision grésiller dans le coin. La lumière d'un couloir clignotait comme si elle hésitait à laisser l'obscurité gagner. J'ai pensé à fuir encore plus loin, changer une nouvelle fois de nom, disparaître plus profondément. Mais j'ai repensé à M. Royer, sa voix, ce regard sans pitié, mais plein de foi. Le lendemain, je suis arrivée en classe, les yeux gonflés, les épaules lourdes. Il ne m'a pas interrogée, il n'a rien dit. Mais alors que le reste du groupe sortait pour la pause, il m'a retenue d'une phrase. Fuir ne fera pas disparaître le mensonge. Vivre, oui. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas fait ma valise non plus. Cette nuit-là, dans mon lit au foyer, j'ai pris un cahier neuf trouvé dans un carton de don. La couverture était rouge, mais passée, comme si elle avait renoncé à être vive. Sur la première page, quelqu'un avait griffonné « Interdit d'ouvrir » en gros feutre violet. Je l'ai arraché et j'ai commencé à écrire. Pas pour un devoir, pas pour des notes, pour moi. Parce que si personne d'autre ne racontait la vérité, il fallait que je le fasse. J'ai commencé par consigner les faits, la date où j'avais été chassée, les mots exacts que mon père avait utilisés, où j'avais dormi, qui m'avait ignoré, ce que j'avais mangé. J'ai dessiné le banc, décrit le froid. Mais je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai commencé à cartographier ce qui s'était passé, qui avait dit quoi, où, quand. J'ai tracé des flèches entre les noms. Au centre, il y avait Léonie, comme une araignée, et tous les fils qui menaient aux gens qui avaient partagé ces vidéos, aux profs qui n'avaient jamais posé de questions, jusqu'à cette fille du foyer qui avait montré son TikTok. Chaque jour, j'ajoutais un détail, une heure, une phrase de plus. Et sur chaque page, en petits caractères cursifs, je répétais encore et encore « J'étais là, j'ai vu ». Je ne suis pas ce qu'ils disent. Parfois, je l'écrivais 20 fois, parfois une seule, mais toujours. Les après-midi pluvieux, je me rendais à la bibliothèque publique à quelques rues du foyer. Les ordinateurs avaient des limites de temps, mais si on demandait poliment, la bibliothécaire relançait la session 1 ou 2 fois. J'ai créé un compte email. J'ai commencé à taper chacune de mes entrées manuscrites pour m'envoyer des copies datées, sauvegardées, comme un coffre-fort numérique. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Mais je savais que des gens comme moi n'avaient pas le droit de crier pour qu'on les croie. Nous, on garde des preuves. Nous, on documente en silence. Dans les heures calmes, entre la fin des cours et l'extinction des lumières du foyer, j'ai cherché des mots dont je ne comprenais pas encore toute la portée. Diffamation, consentement de mineur, émancipation légale. Ils me semblaient énormes comme des armes que je ne savais pas manier. Mais je les ai écrits quand même. Un jeudi soir, après le cours de préparation au diplôme, Madame Joubert est venue me voir. Son visage était calme, mais ses yeux disaient que c'était important. « Il y a eu un appel pour toi, dit-elle. Mon estomac s'est retourné. Un maître Bonnard. Il dit qu'il est avocat et qu'il travaille avec Monsieur Royer. Il a laissé un numéro. Il m'a fallu 1 heure pour composer le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et posée réponde. Maître Bonnard à l'appareil. J'ai essayé de stabiliser ma voix. Bonjour. C'est Solène. Vous avez appelé? Il a répondu sans hésiter. Ah oui, Solène. Je suis maître Bonnard. Monsieur Royer, mon cousin, m'a transmis quelque chose que vous avez écrit. Il pensait que je devais le lire. Il y a eu un silence. Votre essai.
celui où vous parlez de ce qu'on vous a fait. Mes doigts serraient tellement le carnet que j'avais mal aux jointures. Je ne savais pas quoi répondre. Je retenais ma respiration. Sa voix a repris. Je ne promets pas de miracle, mais je peux vous offrir de l'aide. Quelques heures de travail bénévole par mois. Si vous êtes d'accord, je peux vous aider à préparer vos papiers, voir quelles options s'offrent à vous. Il n'y a pas de piège. J'ai attendu qu'il ajoute autre chose, un « Qu'avez-vous fait pour qu'on vous vire ?» un « Pourquoi on vous accuse ?» mais rien. Alors j'ai soufflé « D'accord, merci » et j'ai raccroché. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendue à toutes les permanences juridiques que le foyer affichait sur son tableau d'information. Je comprenais à peine la moitié de ce qu'on y racontait, mais je prenais des notes comme si ma vie en dépendait. Après chaque séance, je posais des questions doucement quand les autres étaient déjà partis. J'ai commencé à rédiger un CV, même s'il n'y avait presque rien à y mettre. Remplir ces papiers me faisait trembler. Mais pour la première fois, je ne dépendais pas de quelqu'un d'autre pour me justifier. Je construisais ma propre défense. Un après-midi, après avoir tapé 3 nouvelles entrées de mon journal sur les ordinateurs de la bibliothèque et imprimé une copie de mon acte de naissance que maître Bonnard m'avait aidé à obtenir, j'ai ouvert ma boîte mail. Il y avait un message. Une ancienne camarade de classe, Camille. On n'était pas proches, mais elle empruntait souvent mes notes en biologie. Le message disait juste une phrase. « Tu fais encore le buzz. » Je suis restée figée, le regard collé à l'écran. Je n'ai pas ouvert TikTok. Je n'ai pas cherché. J'ai fermé l'ordinateur, pris mon sac et je suis sortie dans la rue. Le ciel était gris, l'air humide. J'ai serré mon carnet sous mon bras comme un bouclier. Parce que cette fois, ce n'était plus des rumeurs. C'était officiel, et j'étais prête. Quelques jours plus tard, une enveloppe banale est arrivée au foyer. Blanche, ordinaire, du genre qu'on prendrait pour de la publicité. Mais quand Madame Joubert me l'a tendue, son regard fuyant m'a dit que ce n'était pas anodin. À l'intérieur, une lettre officielle d'un cabinet d'avocats à Clermont. Je l'ai lue 2 fois avant de vraiment comprendre ce qu'elle disait. C'était une mise en demeure, une accusation formelle, harcèlement et diffamation, via les réseaux sociaux, mentionnant le nom complet de Léonie. Dans le courrier, il était écrit que la cliente, Léonie Desrands, affirme subir un préjudice émotionnel suite à une campagne de calomnie orchestrée par mademoiselle Solène Martin. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire sec, sans joie. Je n'avais rien posté, pas une photo, pas un mot. J'avais disparu. Et pourtant ce n'était pas suffisant. J'ai soigneusement replié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Ce soir-là, je suis allée retrouver maître Bonnard dans la petite pièce qu'il louait à l'arrière d'un cabinet comptable. Quand il a lu la lettre, il n'a même pas eu besoin de 10 secondes pour soupirer. C'est une intimidation, mais il ne faut pas l'ignorer. Sinon, ton silence sera pris pour un aveu. Le reste de la soirée, il a sorti un bloc-notes, a pris des contacts, a fouillé dans des bases de données. Et ce qu'il a trouvé m'a glacé plus que la lettre. Léonie, sous la supervision de sa mère, avait déposé une plainte officielle 3 semaines plus tôt au commissariat de Clermont. Dans cette plainte, elle affirmait que j'avais créé des comptes anonymes pour la menacer et la harceler sur Instagram. Elle n'avait aucune preuve, juste sa parole et quelques captures d'écran flous d'utilisateurs qui pouvaient appartenir à n'importe qui. Mais maintenant qu'elle avait porté plainte, je n'étais plus seulement un fantôme. J'étais un dossier dans un commissariat. Je suis rentrée cette nuit-là en titubant. L'air semblait plus froid que jamais. Peut-être était-ce moi qui tremblais plus fort. Arrivée au foyer, je suis allée directement dans les toilettes communes. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de journal intime et j'ai posé mon doigt sur l'icône « Supprimer ». J'ai failli tout effacer. Effacer chaque note, chaque ligne, chaque date, chaque souvenir. Tous ces soirs passés à me rappeler chaque détail de ce qui s'était passé. Tout ce que mon père avait dit, tout ce que Léonie avait inventé, tout ce que j'avais dû endurer. Mais je n'ai pas appuyé.
J'ai éteint mon téléphone, l'ai glissé dans ma poche, et j'ai erré dans les rues, la tête vide, jusqu'à ce qu'une vitrine de librairie encore allumée attire mon regard. La vitrine était remplie de livres soldés, leur couverture un peu ternie, mais la lumière à l'intérieur semblait chaude. Mon service commençait à 7 heures le lendemain, mais je savais que Théo, le gérant, ne me dirait rien si je venais ranger des rayons en avance. Il aimait le silence, et moi aussi. J'étais en train de replacer des romans dans l'étagère des retours quand une femme est apparue, son téléphone déjà levé vers moi. « C'est toi, pas vrai ? La sœur de TikTok ?» Mes mains se sont figées sur un exemplaire des Raisins de la colère. Elle n'a pas attendu de réponse. « Eh bien, ta sœur avait raison. Qu'est-ce qu'une fille comme toi attendait d'autre ?» Ces mots ont frappé plus fort qu'un coup. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché jusqu'à la réserve, me suis assise sur une caisse remplie de livres de cuisine, et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. C'est là, pour la première fois depuis des mois, que j'ai pleuré. Pas à cause de ce qu'elle avait dit, mais parce qu'au fond, une petite voix me répétait que peut-être elle avait raison. Plus tard, j'ai dit à maître Bonnard que je voulais quitter l'Indiana, que je ne pouvais plus être l'ombre de quelqu'un d'autre. Il m'a regardé longuement, sans rien dire. Mais ce soir-là, en sortant du foyer, j'ai vu une fille d'environ 15 ans, assise exactement sur le même banc que moi, des mois plus tôt. Elle était recroquevillée, la tête rentrée dans sa capuche, ses bras serrés autour d'elle comme si elle essayait de disparaître. Je n'ai pas eu besoin de demander ce qui n'allait pas. Je suis retournée dans le foyer, j'ai pris une couverture propre dans la réserve des dons et je suis revenue la lui donner. Elle a levé les yeux, rouge et brillant. Elle n'a pas parlé. Elle a seulement hoché la tête. Et en marchant vers ma chambre, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais pas partir. Pas encore. Pas quand une autre apprenait peut-être, elle aussi, ce que c'est que d'être effacée. Ce n'était pas du courage qui me retenait, c'était la mémoire. Le lendemain, alors que je rangeais la table des nouveautés dans la librairie, mon téléphone a vibré. Un message de maître Bonnard. « Vérifie ta boîte mail, c'est important. » J'ai couru jusqu'à l'arrière-boutique, me suis assise entre deux piles de livres et j'ai ouvert ma messagerie. Objet. Campagne de financement participatif. La prévisualisation du message m'a glacée. Aider Léonie à se reconstruire après des années d'abus. J'ai cliqué. Là, sur la page, une vieille photo de moi et elle, à sa fête de ses 16 ans, mon bras autour de ses épaules, détourné pour illustrer son histoire. Le texte racontait que j'étais violente, manipulatrice, dangereuse. Le compteur de la cagnotte affichait déjà plus de 11 000 € récoltés en 3 jours. Le pire, c'étaient les commentaires. Certains venaient de gens que je connaissais, des mères d'anciens camarades, des voisins éloignés. Cette pauvre fille a traversé l'enfer. Il faut l'aider. Ou encore. Je connais cette famille, elle a toujours été instable. Ce qu'elle a subi, c'est un miracle qu'elle soit encore debout. Je voulais hurler, mais ma rage restait coincée dans ma poitrine, brûlante, étouffante. À midi, j'ai retrouvé maître Bonnard devant le tribunal du quartier. Nous avons marché ensemble autour de la place. Il a bu son café dans un gobelet en carton. Moi, je serrais mon téléphone, comme si j'allais le casser. Ils sont malins, a-t-il fini par dire. Ils n'ont pas mis ton nom complet. Mais avec la photo, les détails, la taille de la ville, c'est une diffamation publique, déguisée en appel à la charité. J'ai demandé. On peut faire quelque chose ? Il a secoué la tête. Pas directement, pas encore, mais on va constituer un dossier. Capture d'écran, copie des pages, les commentaires, chaque don. Et surtout, les incohérences dans leur récit. Cette nuit-là, je suis rentrée au foyer et j'ai commencé à tout sauvegarder. La page de la cagnotte, les commentaires, même les versions en cache, au cas où ils supprimeraient. J'ai aussi rassemblé les messages que j'avais reçus. Certains me demandaient timidement si c'était vrai, d'autres me condamnaient déjà. Au foyer, j'ai demandé à voir la directrice,
Madame Tournier. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai expliqué la cagnotte, elle a fermé les yeux un instant. Nous gardons des registres détaillés ici. Horaire d'entrée, de sortie, activité. Je peux rédiger une attestation officielle sur ta présence pendant les dates où ils disent que tu les aurais harcelés. J'ai senti mes yeux picoter. Merci. Elle a secoué la tête. Ne me remercie pas. Ici, tu existes. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais des livres d'auteurs locaux à la librairie, une femme est entrée. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a simplement tendu un papier plié. Je l'ai déplié lentement. C'était une photocopie de ma vieille carte scolaire, celle où je souriais timidement, sur laquelle quelqu'un avait écrit en rouge « Souviens-toi de ce visage ». En dessous, un dessin caricatural me représentait comme un monstre, avec des crocs et des yeux fous. Je n'ai pas déchiré la feuille. Je ne l'ai même pas froissée. Je suis allée dans la réserve, j'ai ouvert le dossier où je conservais toutes mes preuves, et je l'y ai rangé soigneusement. Une pièce de plus. Mon dossier ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il montrait la vérité calmement. En parallèle, avec Maître Bonnard, nous avons commencé à constituer une ligne du temps complète. J'ai classé les certificats de présence au foyer, les attestations, les copies d'emails datés, les captures des publications de Léonie, chaque commentaire, chaque incohérence. Je n'avais pas besoin d'une voix plus forte que la sienne. J'avais besoin d'une voix claire. J'étais en train de classer des notes de Maître Bonnard quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité. À la 3e sonnerie, j'ai décroché. Solène. La voix était tranchante, dure et pourtant étrangement familière. Celle de mon père. Il n'avait pas appelé depuis 2 ans. « J'ai besoin de ton aide », a-t-il dit. Sans bonjour, sans excuse, sans un seul mot sur ce qu'il m'avait fait. « Il y a des problèmes avec la maison, je t'expliquerai. Mais il faut que tu viennes arranger ça. » J'ai regardé mon dossier, mes preuves, et pour la première fois, je n'étais pas celle qui quémandait quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je ne me souviens même pas avoir raccroché. 2 jours plus tard, je prenais un bus vers la frontière de l'Ohio. Pas pour le pardonner. Pas pour régler la situation. Pour fermer ce chapitre. La rencontre a eu lieu dans un petit café miteux au bord de l'autoroute, avec des stores poussiéreux et des menus plastifiés usés. Je suis arrivée la première. J'ai commandé un café noir que je n'avais pas l'intention de boire, et j'ai attendu. Il est entré 15 minutes en retard. Son costume était trop grand, ses épaules voûtées, son visage plus marqué que dans mes souvenirs. Il a cherché la salle du regard, m'a vue, et a hésité avant de s'avancer. « Solène », a-t-il dit, debout près de la table. Je lui ai désigné la chaise en face de moi. Il s'est assis, a sorti un dossier qu'il a posé entre nous. « On n'a jamais voulu te faire de mal », a-t-il commencé. Tout est allé trop loin. Léonie. Après sa rupture, elle a tout avoué. Elle a dit que tout était faux, qu'elle avait menti, qu'elle était jalouse. Mais maintenant, il y a des plaintes, des gens veulent récupérer leur argent, et toi, ton nom est partout. Je l'ai fixé. Tu veux que je blanchisse ton nom, sans excuse, sans rien. Il a baissé la tête. Tu es plus forte que nous tous, a-t-il murmuré. J'ai pris une profonde respiration. Non, ai-je dit en me levant lentement. Je n'ai juste plus peur. Je suis sortie du café sans me retourner. L'air était glacial. Mais quelque chose en moi était plus solide que jamais. Je ne suis pas rentrée pour le sauver. Je ne suis pas restée pour qu'il ait la paix. J'étais venue chercher une fin, et je l'avais trouvée. Quand je suis rentrée en Indiana, Maître Bonnard m'attendait déjà, 2 dossiers sous le bras, son regard calme mais déterminé. « On va faire ça bien », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je n'avais plus peur. Pas de Léonie, pas de ce qu'ils pouvaient dire. Ils avaient tout dit, hurlé, inventé. Maintenant, c'était mon tour. Et je n'avais pas besoin de crier. Alors si toi aussi, on t'a effacé quand tu avais tout donné, si on t'a accusé,
sali, puis abandonné comme si tu n'existais plus. Ce récit est pour toi, pour celles et ceux qu'on a fait taire alors qu'ils portaient tout seuls le poids des mensonges. Si ça t'a touché, mets un j'aime, abonne-toi à cette chaîne. Et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la plus grande force, c'est de se reconstruire en silence et de reprendre toute sa place, sans permission.